Le pronostic est absolu. En l'absence de traitement, la mort survient en 2 à 3 jours. Le taux de mortalité peut grimper jusqu'à 30%, même sous prise en charge médicale stricte dans les cas les plus graves. Nous ne parlons pas d'une arme chimique synthétique, mais d'une maladie infectieuse à déclaration obligatoire, classée parmi les priorités absolues de la veille sanitaire internationale, le paludisme. Causée par un protozoaire, un hématozoaire appartenant au genre Plasmodium, cette pathologie fébrile est introduite directement dans la circulation sanguine humaine par la piqûre d'un vecteur exclusif, le moustique Anophèle. Les données épidémiologiques et cliniques révèlent une mécanique d'infection d'une précision chirurgicale, ciblant le foie puis provoquant la destruction massive des globules rouges. Il n'y a pas de hasard dans la propagation de ce pathogène. Les registres médicaux documentent des fièvres atteignant les 40 degrés, des destructions neurologiques, des défaillances viscérales multiples et des hémolyses intravasculaires massives. Voici l'autopsie complète du protocole d'attaque du paludisme. L'analyse minutieuse de son cycle biologique, de ses ravages cliniques, de ses méthodes de diagnostic et de l'arsenal thérapeutique déployé pour contrer son évolution mortelle. L'investigation épidémiologique identifie formellement 4 souches distinctes du parasite impliqué dans la pathologie humaine. Le profil sanguin des patients révèle la présence de Plasmodium falciparum, l'agent le plus létal, aux côtés de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae. Chacune de ces espèces dicte une chronologie d'infection et une stratégie de destruction cellulaire spécifique. Cependant, le parasite ne possède aucune capacité de déplacement autonome vers sa cible. L'analyse du mode de transmission désigne un coupable vectoriel unique, l'Anophèle, et plus spécifiquement dans certaines régions endémiques, l'espèce Anopheles labranchiae. Les données entomologiques précisent qu'il s'agit exclusivement de la femelle. Cette dernière, poussée par des nécessités hématophages liées à la maturation de ses œufs, perfore la barrière cutanée humaine et injecte le germe lors de son repas sanguin. Le cycle de vie du plasmodium est une mécanique d'horlogerie biologique divisée en 2 phases distinctes de reproduction. Une première phase de multiplication s'effectue à l'intérieur de l'organisme humain, tandis qu'une seconde phase se déroule au sein même de l'anophèle, rendant les 2 entités indispensables à la survie du protozoaire. L'information la plus cruciale pour les autorités de santé publique réside dans l'identification du réservoir. L'homme est le seul et unique réservoir de ce germe. Il n'y a pas de vecteurs intermédiaires animaux ou de foyers environnementaux indépendants. La maladie ne subsiste que par un transfert continu et ininterrompu entre le sang humain infecté et la salive du moustique. Le parasite s'ajourne d'abord dans les tissus hépatiques, le foie agissant comme une base de prolifération silencieuse, avant de relâcher ses bataillons dans la circulation systémique pour envahir les globules rouges, transformant le système vasculaire en un véritable champ de bataille à l'échelle microscopique. Le délai entre l'effraction cutanée par l'anophèle et l'apparition des premiers symptômes est défini par une période d'incubation stricte allant de 6 à 20 jours. Durant ce laps de temps, le patient est asymptomatique, le parasite se multipliant de manière exponentielle dans les hépatocytes sans déclencher l'alerte du système immunitaire. La fin de l'incubation marque le début d'une fièvre continue. Les dossiers médicaux font état de l'apparition immédiate de signes digestifs sévères. Le patient présente des épisodes de diarrhée aqueuse, des vomissements répétés et des douleurs abdominales aiguës, qui peuvent initialement égarer le diagnostic vers une pathologie gastro-entérologique. L'examen clinique physique au stade initial révèle un élément fondamental, une hépatomégalie. Le foie, saturé par l'activité parasitaire et la réponse inflammatoire, augmente de volume de manière palpable. C'est à ce moment précis que se déclenche la signature clinique absolue du paludisme, l'accès palustre, structuré en 3 phases immuables et consécutives. La première phase est l'accès froid, caractérisé par des frissons intenses et incontrôlables, une constriction vasculaire périphérique où le patient ressent un froid mortel, malgré une température interne qui commence à grimper. Immédiatement après survient l'accès chaud. Le thermomètre enregistre une poussée fébrile brutale atteignant les 40 degrés Celsius. La dernière étape est la phase de défervescence, marquée par des sueurs profuses et abondantes, entraînant une chute drastique de la température corporelle
et un état de prostration totale. Le lendemain de cet accès, de manière presque trompeuse, le malade est décrit comme apyrétique. Sa température revient à la normale, laissant croire à une rémission spontanée. L'analyse approfondie des registres d'observation clinique impose un suivi rigoureux des fréquences de ces accès fébriles. Le rythme de ces crises n'est pas aléatoire. Il constitue une preuve diagnostique directe de l'espèce de plasmodium impliqué dans l'infection. L'examen du patient, généralement effectué à des heures précises comme 17 h, 5 p.m., révèle fréquemment un subictère, une légère coloration jaunâtre des sclères et des téguments, traduisant la destruction en cours des globules rouges et l'accumulation de bilirubine dans les tissus. La périodicité des accès se divise en schémas mathématiques stricts. Pour le Plasmodium falciparum, l'agent le plus redouté, l'accès se déroule selon un rythme d'1 jour sur 2, 1 jour sur 2. La fièvre frappe, disparaît, puis revient 48 heures plus tard, soumettant l'organisme à un stress physiologique continu. Pour les souches Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, la chronologie documentée indique des crises survenant le jour 1, le jour 2 et le jour 3 de manière consécutive. Cette phase de destruction est suivie d'une période de répit absolu. Au jour 4, 5 et 6, le sujet est totalement apyrétique. La fièvre s'évanouit avant de reprendre son cycle. Enfin, l'investigation du Plasmodium malariae met en évidence une fièvre dite cartane. L'accès fébrile survient 1 jour sur 3. Le patient subit la crise au jour 1, reste apyrétique les jours 2 et 3, puis subit une nouvelle attaque au jour 4. La compréhension de ces cycles est impérative. Elle permet aux cliniciens d'anticiper la prochaine vague de destruction érythrocytaire et d'ajuster le tir thérapeutique avant que l'organisme ne cède sous la charge parasitaire. Lorsque l'intervention médicale est absente, tardive ou inadéquate, le paludisme déploie son arsenal de complications létales. La première et la plus fulgurante est l'accès pernicieux, cliniquement désigné sous le terme de neuropaludisme. Cette complication est l'œuvre exclusive du Plasmodium falciparum. Les rapports d'urgence décrivent une température corporelle bloquée entre 39 et 40 degrés Celsius. Le système nerveux central est envahi, se traduisant par des troubles neurologiques profonds, allant de la confusion mentale sévère aux troubles de la conscience jusqu'au coma profond. Les manifestations viscérales s'emballent. L'examen constate une splénomégalie, SPM, et une hépatomégalie, HPM, massive. Le foie et la rate sont engorgés par les débris cellulaires. Le patient développe un ictère prononcé, une anémie sévère par destruction globale des hématies et une hypoglycémie critique. L'évolution statistique est sans appel. Un neuropaludisme non traité entraîne la mort clinique en 2 à 3 jours. Même au sein d'unités de soins intensifs sous traitement optimal, la mortalité fluctue entre 1 et 30%. La troisième complication majeure est la fièvre bilieuse hémoglobinurique, un phénomène physiopathologique d'une brutalité extrême. Elle est directement liée à l'injection thérapeutique de quinine chez des sujets soumis antérieurement à une prophylaxie irrégulière et discontinue. Cette interaction déclenche une hémolyse intravasculaire massive. Les globules rouges explosent littéralement dans les vaisseaux sanguins. Le tableau clinique s'assombrit instantanément avec l'apparition de fébricules, de lombalgie intense, d'une anémie foudroyante, d'un subictère et d'une oligurie, marquant le début de l'insuffisance rénale aiguë par obstruction des tubules rénaux par l'hémoglobine libérée. Face à la multiplicité des signes cliniques, le diagnostic formel ne peut reposer uniquement sur l'observation. La confirmation exige l'identification visuelle, matérielle et incontestable du germe. La procédure de diagnostic biologique s'appuie sur l'examen direct des prélèvements sanguins du patient. Il s'agit d'une recherche de preuves physiques au microscope de laboratoire. Les protocoles exigent la mise en évidence directe du plasmodium intra-érythrocytaire. Pour ce faire, les techniciens de laboratoire procèdent à 2 actes techniques spécifiques et complémentaires. Le premier est le frottis mince. Une goutte de sang est étalée finement sur une lame de verre, puis fixée et colorée. Cette méthode permet de préserver la morphologie des globules rouges et d'identifier avec une précision taxonomique l'espèce exacte de plasmodium incriminé en observant la forme des trophozoïtes, des schizontes ou des gamétocytes. Le second procédé, indispensable en cas de faible parasitémie, est la technique de la goutte épaisse. Une quantité plus importante de sang est concentrée sur une zone réduite de la lame.
Les globules rouges sont volontairement lysés par un agent chimique, libérant les parasites, ce qui permet de balayer un volume de sang beaucoup plus important et d'abaisser drastiquement le seuil de détection du pathogène. Sans ces preuves biologiques certifiées, le déploiement des protocoles thérapeutiques lourds s'apparente à tirer à l'aveugle. Dès la confirmation biologique, les protocoles de traitement sont déclenchés en fonction de l'espèce parasitaire, de la présence de vomissements et du niveau de résistance locale. Pour un accès simple sans vomissement causé par P. vivax, ovale ou malarié, le traitement de première ligne fait appel à la chloroquine, commercialisée sous le nom de Nivaquine. Les directives imposent 2 schémas, un traitement de 5 jours à une posologie de 5 mg par jour ou un traitement raccourci de 2 jours à 10 mg par jour. Pour le P. falciparum, la molécule change. Le patient adulte se voit prescrire de l'allophantrine, Alphan, à raison d'un comprimé. Pour l'enfant, la dose est strictement calculée à 25 mg jour répartie en 2 prises. Une alternative chimique de poids est la mefloquine, l'Ariam. Chez l'adulte, la charge d'attaque est de 750 mg, suivie de 500 mg 8 heures plus tard. Si le patient pèse 60 kg, la posologie est ajustée à 250 mg jour. En pédiatrie, l'administration est de 25 mg par kilo, divisée en 2 prises espacées de 12 heures. Lorsque l'accès s'accompagne de vomissements, la voie orale est jugée inopérante. Le protocole bascule sur l'administration intraveineuse. La quinine perfusée en urgence à hauteur de 25 mg par jour sur une durée continue de 5 à 7 jours. Ce n'est qu'à l'arrêt total des vomissements que le relais est pris par l'allophantrine. Dans le cas du paludisme grave, le patient est placé sous perfusion de quinine couplée à l'administration de doxycycline. Ce binôme thérapeutique, quinine plus doxycycline, est également la procédure standard appliquée lors d'une suspicion de multirésistance aux antipaludéens classiques. La lutte contre cette pathologie ne se limite pas à la destruction post-infection, elle exige une stratégie de prévention rigoureuse. Cette stratégie s'articule autour de la destruction des sources d'infection par le dépistage et le traitement systématique des patients malades, ainsi que par des campagnes d'éradication physique et chimique de l'anophèle. Sur le plan individuel et collectif, la prophylaxie médicamenteuse obéit à des règles de chronologie strictes. La première prise s'effectue la veille du départ en zone endémique, se poursuit tous les 6 jours et doit impérativement être maintenue pendant 60 jours après la sortie de la zone de risque. Pour un voyageur en zone sans risque de résistance avérée, la nivaquine est administrée à raison d'un comprimé par jour, 6 jours sur 7, dosé à 100 mg. Si la zone présente un risque de résistance, le protocole exige l'association de nivaquine, 1 CP par jour, au proguanil à 100 mg. Enfin, dans les zones de prévalence élevée de multirésistance absolue, l'arme de prévention ultime reste la mefloquine, prescrite à la dose massive de 250 mg par semaine en une prise unique. Les données extraites de ce dossier médical démontrent que le paludisme n'est pas une simple pathologie tropicale, mais un prédateur biologique d'une efficacité redoutable. De l'incubation silencieuse dans les cellules du foie jusqu'à l'éclatement des globules rouges et l'effondrement neurologique, le plasmodium, transporté par l'anophèle femelle, applique un plan de destruction systématique de l'organisme humain. La rigueur des protocoles de diagnostic, basés sur l'observation des frottis sanguins, et la puissance de l'arsenal thérapeutique déployé, de la quinine à la mefloquine, témoignent de la violence de cet affrontement cellulaire. Sans prévention, par prophylaxie stricte et sans traitement immédiat, l'issue clinique pour les cas les plus sévères demeure fatalement comptée en jours. Le maintien d'une vigilance diagnostique et l'application stricte des protocoles de soins restent les seules lignes de défense valables face à cette menace hémorragique globale. Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres enquêtes sur les plus grands dossiers infectieux de l'histoire.